Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nouvel épisode enregistré un peu en avance pour moi, mais vous, il sortira à la bonne date. Tout simplement parce que hier, pour vous et pour moi, c'était férié et je n'enregistre pas quand c'est férié. Donc du coup, j'ai pris un petit peu d'avance pour vous proposer un podcast aujourd'hui. Voilà. Donc bon, et on est toujours bien abreuvé d'actualités actuellement, alors qui sont pas forcément muscu, mais qui sont un petit peu plus larges au niveau style de vie, fitness et compagnie. Et donc on va parler de téléphone pour les gosses, on va parler d'activité physique adaptée, on va parler d'un challenge TikTok, on va parler de 13 astuces pour ne pas s'affamer au régime. Et donc voilà. Bon. Je vais pas en dire plus, on va démarrer tout de suite avec le premier sujet qui est le bon âge pour donner un smartphone à nos gosses. Bon. En fait, c'est un article américain, donc vous avez le lien si vous voulez aller voir la source dans les notes de l'émission comme toujours. Dans cet article, les auteurs du site, enfin l'auteur du site, non, je crois qu'ils sont deux, c'est un mari et sa femme, donc un homme et sa femme, un couple qui ont un site et qui ont interrogé ou qui ont récupéré des informations sur 3 personnes, on va dire, compétentes dans ce domaine-là. Donc ils ont pris Cal Newport, Adam Alter et Larry Rosen. Et ils disent que c'est entre 12 et 16 ans l'âge pour autoriser un smartphone à ses gosses. Alors, il y a plusieurs motifs pour ça. Le premier étant motif et on va dire mise en garde. La première chose, c'est une mise en garde. Donc déjà, oui, on peut donner un téléphone à cet âge-là, mais par contre, il faut fixer des limites de temps et ne pas laisser, parce que forcément, cette stimulation et ce plaisir immédiat chez un gosse, je vous garantis que ça peut créer une addiction assez rapide. En deuxième point, ils disent ne pas les mettre socialement à l'écart. Donc ça, c'est une des raisons, parce qu'il y en a qui diraient oui, mais pas du tout de smartphone en fait avant 18 ans ou quoi. Eux, ils sont pas trop d'accord parce qu'ils disent que ça peut les mettre à l'écart socialement et être à l'écart socialement quand on est un ado ou un vieil enfant, un jeune ado, c'est pas forcément quelque chose de bien parce qu'après, le cercle social ne grandit pas pour l'enfant. Pour l'ado, et malheureusement c'est le développement d'un adolescent qui deviendra un adulte logiquement, c'est aussi de se comparer, de se confronter à ses pairs, quoi. Donc voilà. Donc ne pas le mettre à l'écart socialement, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles ça devient intéressant de lui mettre entre les mains un smartphone. La troisième chose, c'est les gens ne sont pas assez matures, donc les gens, les ados, ne sont pas assez matures pour gérer le stress et la pression des écrans. Donc c'est pour ça qu'il y a des limites de temps, etc. Parce que c'est vrai que faut faire très attention, comme ils disent, en fait, l'ado va avoir directement, enfin, rappelez-vous, vous avez tous été adolescents, collège, lycée pour certains, et études supérieures et tout ça. Donc la problématique en fait de l'adolescence, c'est le basculement entre je suis ado à l'école ou au collège dans la cour de l'école, quoi, et je suis encore un enfant à la maison. Et les écrans, les smartphones permettent au monde réellement adolescent de l'école de venir dans la maison. C'est-à-dire que avant, vous rappelez-vous, quand on était ados, même si les téléphones commençaient à arriver, mais bon, c'était pas des smartphones, il y avait cette limite quand on claquait la porte de chez nous quand on rentrait de l'école, on n'était plus obligé de faire mine d'être des grands, etc. La problématique avec les écrans, avec les smartphones, c'est que ce monde-là nous suit. C'est-à-dire que si on partage, etc., donc s'ils partagent, les enfants, les ados, des choses sur les réseaux et tout, même à la maison, en fait, cette fausse maturité les suit à la maison. Donc du coup, le développement, moi je pense que c'est
pas réellement bon. Je suis plutôt convaincu qu'il y a une phase de comment dire, d'effort et de récupération liée au fait que les ados se fournissent des efforts pour s'intégrer au groupe, pour essayer de se faire grandir quand ils sont à l'école, et ils récupèrent quand ils rentrent à la maison en pouvant se laisser un peu aller, etc., en étant plus enfantin, entre guillemets. Et ça, malheureusement, imaginez que le monde un petit peu cruel parfois des adolescents, ça peut les suivre même quand ils sont à la maison. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à fixer des limites de temps, etc., pour justement leur laisser quand même des fenêtres de temps où ils peuvent être eux-mêmes et pas juste le masque qui montre devant les copains et les copines à l'école, quoi. Et le 4e point, les écrans vont, ça c'est, enfin je sais pas si eux ils en ont parlé, mais moi c'est ce que je vois moi. Les écrans vont automatiquement réduire le temps d'activité physique. Forcément, hein, c'est pas parce qu'on donne un téléphone qu'on gagne, on passe de 24 heures par jour à 26 heures, hein, on a toujours 24 heures. Donc du coup, le temps passé sur les écrans va forcément cannibaliser d'autres activités. Donc si ça cannibalise des activités de type télévision ou surfer sur le web, bon, pourquoi pas, puisque c'est de l'écran contre de l'écran. Mais par contre, si ça vient cannibaliser des activités type le foot le mercredi, le sortir dans la rue pour aller jouer ou avec ses copains et tout ça, là ça devient problématique. Donc il faut faire attention à ce que ça vienne cannibaliser les bonnes choses, je pense, et plutôt annuler et remplacer un autre écran plutôt que de s'ajouter à celui-ci, parce que finalement après les heures de cours, si on est de nouveau assis et sur le téléphone, c'est pas forcément bon pour à moyen long terme, on va dire, pour la santé de l'enfant, quoi, au niveau du corps, au niveau du surpoids et tout ça. Bon, moi je pense que ça s'intègre bien dans un mode de vie, un bon style de vie pour l'avenir. C'est-à-dire d'essayer de dire que ok, le smartphone est autorisé, mais en fait le rôle des parents, qui est un rôle, je pense, qui est extrêmement difficile, et je pense qu'il faut vraiment avoir le temps et s'investir là-dedans, c'est de réussir à proposer à l'ado, qui d'ailleurs est dans une période où les parents, on n'a pas trop envie d'en entendre parler, mais de réussir à proposer, ou en tout cas à donner les outils pour, ou la liberté de faire des activités suffisamment intéressantes et stimulantes qui pourraient se mettre un petit peu en compétition avec le smartphone. Alors quand je dis en compétition, ça veut dire que quand on pose le téléphone, faut pas que l'activité qui suit soit moins bien. Il faut réussir à trouver des choses qui soient suffisamment désirables à proposer aux ados pour que justement ils aient une raison, parce qu'en fait ils fonctionnent assez simplement, quoi. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Si tous leurs copains sont en train de parler sur un groupe ou sur un je sais pas quoi, d'ailleurs je sais même pas ce qu'ils utilisent aujourd'hui les ados, mais s'ils sont en train de parler sur un réseau X ou Y, il leur faut une raison suffisamment désirable pour s'en détacher et aller pratiquer quelque chose. Et je pense que ça, au-delà de vouloir priver les enfants de téléphone, je pense pas que ce soit une bonne idée, comme on voyait là, même les spécialistes le disent par rapport à la mise à l'écart au niveau social. Il faut par contre leur proposer quelque chose qui pourrait être suffisamment désirable, quitte à explorer un petit peu des activités, je sais pas, peut-être que l'enfant, que l'adolescente désire faire un sport qui est un peu particulier, un peu rare et un petit peu à distance du foyer, peut-être de mettre un petit peu d'énergie là-dedans pour justement lui montrer qu'il y a autre chose qu'un monde virtuel. Parce que, moi je l'ai vu, hein. J'ai un parcours de santé juste à côté de chez moi qui vient de se construire, magnifique. Mais vraiment un parcours de santé, j'ai jamais vu ça. Quand je dis parcours de santé, c'est pas parcours de santé, c'est plutôt une aire, une station d'accueil de street workout. Donc plutôt tous les équipements sont réunis. Parcours de santé, c'était tout au long d'un parcours où on courait, on faisait des tractions, on recourait, on faisait des abdos, etc. Là, c'est plutôt une petite base avec des barres de traction et compagnie. Quand je vois la qualité du matériel, pour vous dire, il y a des barres de traction qui sont même coudées, vous savez, pour faire les tractions. C'est comme les barres de traction en salle de sport, quoi. C'est pas que des barres droites. Il y a des stations de dips, etc. Mais vraiment quelque chose de très propre, de très sympa.
avec même une application que vous avez à scanner, vous flashez un shortcode qui est sur un espèce de totem là sur la station. Ça vous montre des programmes et tout ça. Pourtant, juste en face, il y a 2 bancs. Et là, il y a tous les ados qui sont avec leur scooter pour ceux qui en ont encore un, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, quasiment pour la majorité des ados. Et ils sont tous la tête penchée sur leur téléphone. Donc, il y a une réalité. Il faut pas chercher à lutter à lutter contre. Mais par contre, de leur proposer des choses stimulantes, ça peut être quelque chose d'intéressant, quoi. Bon. Voilà ce qu'il dit sur le téléphone. Donc ça déculpabilisera un petit peu certainement des parents qui ont laissé le téléphone dans les mains des enfants. Puis il y a aussi ce côté où on sait que le gosse est en sécurité parce qu'il peut nous appeler à tout moment, mais on sait très bien que c'est pas comme ça qu'il va l'utiliser majoritairement, quoi. Et on voit beaucoup de harcèlement et compagnie, de photos qui fuitent et etc. Et donc du coup qui peuvent ruiner un petit peu une réputation à l'adolescence. Donc moi je pense qu'il faut avoir un regard dessus. Un regard tout en laissant quand même une forme d'intimité, mais avoir une forme de regard dessus, surtout sur le temps, et en même temps proposer des activités autres qui soient désirables, quoi. Voilà. Bon, l'activité physique adaptée s'invite au collège. Alors, c'est un article que j'ai récupéré qui me semble intéressant, d'ailleurs, pour pas mal de coachs qui vont m'écouter. Donc, si vous êtes coach sportif aujourd'hui et que vous tirez un petit peu la langue au niveau du travail, je vous invite à bien écouter ce que je vais vous dire. Donc, je cite l'article. Diabète, TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, surpoids, ou encore scoliose. Ces collégiens ont un handicap ou un problème de santé plus ou moins sévère. Tous les lundis après-midi, ils se retrouvent pour une séance de 2 heures d'activité physique adaptée dans la salle de musculation attenante au gymnase du collège. Donc voilà une citation de la personne concernée par ces initiatives. Ce que je veux, c'est de la sueur et des sourires, résume Thomas Cuisset, à l'origine de cette option. Donc en fait, et d'ailleurs, je vous ai mis un lien pour contacter Thomas Cuisset sur LinkedIn, que je connais pas du tout, hein, je sais pas qui c'est, enfin voilà, c'est juste mais c'est quelqu'un qui permet à des ados qui ont des problématiques de santé de pouvoir faire du sport de manière adaptée. Donc déjà, bon, moi je trouve que c'est génial comme initiative, mais surtout, au lieu pour les coachs, au lieu de faire des photos de vous sur Instagram, au lieu de chercher absolument à avoir le client qui aura la bonne transformation physique pour pouvoir poster son avant-après, vous avez des gens et des jeunes peut-être qui vous attendent et qui ont besoin de vous, de vos conseils, de votre aide. Donc il y a un marché entre guillemets. Parce on peut parler de marché dans ce cas-là, puisque ce sont des gens qui sont oubliés dans le sens où on n'y pense pas directement. Des personnes qui ont des problèmes de santé par rapport à l'activité physique. Moi, je trouve que si vous êtes coach aujourd'hui, chose que je ne suis pas, hein, moi je suis pas coach en salle de sport ou coach particulier comme ça, je donne pas des cours à domicile et tout ça, hein. Mais pour vous, si vous l'êtes, si vous êtes diplômé, peu importe, hein, je sais pas comment vous fonctionnez, rapprochez-vous, peut-être contactez Thomas Cuisset, parce que peut-être que lui il a monté, j'en sais rien, il peut pas être partout à la fois, il y en a plein des enfants à aider. Donc du coup, il a forcément envie de recruter certainement, ou en tout cas d'orienter, d'aider des gens à pouvoir aider ces personnes-là. Et là, moi, il me semble que c'est un peu plus honorable que de poster un avant-après sur Instagram. Là, vous permettez à des personnes, à des enfants, jeunes adultes ou adolescents, on va dire, de pouvoir justement s'exprimer par l'activité physique, par le sport, et qui sont, faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, l'apparence physique est très 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 présente au niveau de la mode, au niveau des réseaux sociaux, etc. Pour les hommes comme pour les filles. Je devrais dire pour les filles comme pour les hommes, parce que ça a été longtemps le cas des femmes et aujourd'hui c'est le cas des hommes aussi, d'avoir une silhouette athlétique et tout. Vous savez très bien que quand on a des problèmes de santé, quand on a du surpoids, peu importe, le niveau d'estime de soi et la confiance en soi a tendance à être plutôt basse. Qui plus est quand on est ado. Donc là, je trouve que c'est une très belle initiative. En tout cas,
c'est bien que je sais plus quel site en parler, mais vous avez la source encore une fois dans les notes. Moi, enfin, si j'étais coach aujourd'hui, coach comme ça, indépendant, en naviguant de client en client, je me rapprocherais de Thomas Cuissé. Donc, je vous ai mis le lien encore une fois dans les notes là. Et de voir un petit peu comment il faut faire pour justement intervenir moi aussi dans les collèges et compagnie. Je trouve ça une bonne démarche et moi je vous recommande, enfin voilà, je pense qu'il y a là quelque chose d'intéressant à faire et je peux vous garantir qu'à mon avis à la fin de la journée, vous vous demandez pas quel est le sens de votre vie quoi, quand vous avez aidé des jeunes comme ça. Voilà. Bon, on passe à la suite. Alors là, par contre, c'est une belle connerie. Hein. Je me rends compte qu'on parle beaucoup des jeunes aujourd'hui, et tant mieux, puisque je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont des ados à la maison. Donc, on va parler du challenge TikTok à la poudre énergisante. Donc, il y a un challenge qui existe actuellement sur TikTok. Alors, TikTok, c'est le réseau social, le nouveau-né. Hein. Le nouveau-né, bon, il est là depuis quelque temps déjà, mais je veux dire, c'est celui qui fait un petit peu fureur aujourd'hui. On poste des courtes vidéos, etc. Enfin bon, après je maîtrise pas énormément, mais il y a un challenge qui est sorti. Alors il dit c'est le nouveau, mais je suis sûr que ça fait déjà un bon paquet de temps qu'il est sorti, mais c'est juste nouveau pour les médias. C'est le nouveau challenge dangereux sur les réseaux sociaux qui s'appelle le Dry Pre-Workout. Donc en bon français, il s'agit d'absorber une dose de poudre pour boisson énergisante pré-entraînement, mais sans liquide, avant de faire une séance de musculation. Eux, ils disent mauvaise idée pour le cœur. Bon, ben moi, c'est pas au cœur que je penserais tout de suite, puisque la dose, qu'elle soit consommée comme ça ou avec de l'eau, le cœur prend la même chose, j'imagine. Mais moi, c'est plus pour l'étouffement. Rappelez-vous, il y a pour les plus fidèles, etc. Pendant une période, il y avait sur Instagram, je crois que c'était les challenges à la cannelle. Vous saviez, les personnes essayaient de prendre une grosse cuillère à soupe de cannelle sans s'étouffer. Et tout le monde s'étouffait. Et c'est hyper dangereux parce que vous pouvez vous plâtrer les poumons. Et enfin voilà, vous étouffez quoi, de respirer quand je dis plâtrer les poumons, c'est un bon exemple. Et là, pour moi, le plus gros risque, c'est ça, quoi, de se plâtrer un peu les poumons avec ce genre de trucs. Alors, de toute façon, les challenges, c'est toujours des challenges où ça met un peu la vie en danger. De préférence, il faut le montrer sur les réseaux et tout. Alors, je sais, enfin voilà, il faut protéger les jeunes et tout, c'est très bien. Bon, je pense qu'il n'y a pas que des jeunes qui le font d'ailleurs, hein. Il y a aussi des adultes qui sont encore un peu jeunes dans leur tête qui le font. Mais pour faire le buzz, parce que c'est un petit peu ce qu'il faut faire partout. D'ailleurs, vous avez vu qu'on est dans une grosse mouvance, virilité, etc. Mais moi, tout ce que je vois sur Internet, c'est beaucoup de viralité et assez peu de virilité. Enfin, après, je sais pas si vous pensez pareil que moi, mais on a tout cet élan comme ça qui est très viral, mais assez peu viril finalement. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc là, par rapport au pré-workout et compagnie, ça n'est ni plus ni moins que des défis où moi je me souviens quand on était ado, le challenge qui existait, qui était con aussi hein, d'ailleurs, c'était de de faire des respirations assez fortes et tout ça pour tomber dans les pommes quoi. Et c'est celui qui arriverait à tomber dans les pommes le plus longtemps. Enfin bon voilà, il y avait ça. Et sinon en été, il y avait on allait à la rivière et c'était celui qui sautait du plus haut de la falaise quoi. Donc il y avait le pont du diable, il y avait les falaises en dessous, il y avait les falaises plus loin pour ceux qui connaissent un peu le lieu. Et puis ceux qui savent, il y a une falaise juste un peu après qui est plus haute que le pont du diable et qui est mais que je trouvais moi plus sécurisante en fait. Le pont du diable, il faut sauter l'espace quand on est en haut hein, quand vous regardez alors pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur internet hein, vous tapez pont du diable. Voilà. Quand on est en haut, en fait, l'espace est assez restreint parce que le lit de la rivière se resserre un petit peu à l'endroit où on plonge. Après, il y a une petite plagette et c'est un petit peu plus évasé, mais au moment à l'endroit où il faut sauter, c'est assez mince. En tout cas, on le perçoit assez mince d'en haut. Et par contre, quand on va un peu plus loin, on remonte un peu la rivière, il y avait une falaise qui, elle, était très abrupte. Alors, fallait prendre de l'élan parce qu'elle était abrupte, mais elle était légèrement inclinée, donc fallait prendre quand même assez d'élan, pas mal d'élan. Mais ça me semblait plus sécurisant. Moi, je préférais sauter de là-bas, quoi. Enfin bon, bref.
Tout ça pour dire que des conneries de défis d'ados, il y en a eu pour toutes les générations. Aujourd'hui, peut-être que c'est plus des choses comme ça, qu'on montre d'ailleurs à beaucoup plus de monde, parce que nous, on était une dizaine à le faire. Bon, il y avait ceux qui étaient sur la plage, on pouvait se laisser admirer par ceux qui étaient sur la plage, mais il y avait toujours, il faut une audience pour pouvoir montrer, parce que le défi on le fait pas tout seul, et puis c'est une connerie qui met un petit peu en danger. Donc aujourd'hui, est-ce que ça met plus en danger ça que de sauter d'un rocher dans l'eau? Je sais pas, mais en tout cas c'est le défi à la poudre énergisante aujourd'hui qui se fait, mais on voit bien le lien entre le fitness et ces réseaux-là, où on n'est plus du tout dans la démonstration, mais plutôt dans le sensationnel, etc. Bon, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, c'est le divertissement de la télé a basculé sur les smartphones et compagnie. Bon, c'est vrai qu'à l'époque on disait Internet c'est bien parce qu'on peut choisir son contenu, mais sauf qu'on voit que les contenus qui fonctionnent le mieux, c'est les mêmes qu'il y a 15-20 ans à la télé, quoi, les conneries. Bon, après, voilà, est-ce qu'il faut pas laisser les ados faire leurs conneries? Et puis forcément, il y aura des pots cassés, hein. C'est comme la sécurité routière, il y aura toujours des accidents. On n'arrivera jamais à zéro malgré toutes les restrictions, c'est pas possible. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas forcément intelligent. Surtout pour les pratiquants de muscu et tout, il y a déjà suffisamment de risques pris. Et moi, perso, je préfère prendre un risque sur un mouvement plutôt que de faire ce genre de truc. Parce que ça, c'est quand même con, mais je préfère me claquer un pec sur un développé couché trop lourd que de m'étouffer en direct sur les réseaux sociaux avec, je sais pas, du Jack 3D, du No Explode, ou je sais pas quel truc qu'ils utilisent aujourd'hui. Enfin, la poudre, voilà, ou même de la cannelle pour les anciens défis. Mais bon, voilà quelque chose qui est présent. Donc si vous avez si votre ado vous pique votre pré-workout et va dans sa chambre et vous l'entendez parler et tousser et tout ça, allez voir au cas où s'il a pas besoin de vous, quoi. Bref, 13 astuces infaillibles pour manger moins sans s'affamer. Alors là, on va faire un petit jeu. C'est un petit jeu par rapport à un article d'un site que vous aurez également dans les notes, et je vais voir si je suis d'accord avec les 13 astuces infaillibles pour manger moins sans s'affamer. Donc, je vais ouvrir le lien et on va démarrer. Alors, la première astuce, ils disent ne pas faire ses courses le ventre vide. Je suis tout à fait d'accord avec ça, surtout si vous avez du mal à résister. En fait, c'est pas que ça coupe la faim, c'est simplement que quand vous allez faire vos courses le ventre plein, vous aurez beaucoup plus de facilité, et croyez-moi par expérience, et ça marche aussi si vous faites les courses sur un drive, sur une application, faites-le après manger, pas avant manger, ou à un moment où vous avez la dalle, et vous allez voir que vous allez choisir, vu que vous n'aurez pas faim, vous aurez tendance à choisir les aliments qu'il vous faut pour votre diète. Et vous savez, c'est un peu comme l'alcool. L'alcool, pour tous ceux qui ont déjà pris une cuite, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous, le lendemain ou à la fin d'une cuite, plus jamais, c'est terminé, fini l'alcool, et puis un petit peu de sobriété pendant quelques jours, et puis hop, ça repart. Donc là, c'est un peu la même chose. La bouffe, quand vous avez très faim, vous allez être tenté par tout ce qui brille, tout ce qui a un goût sucré, salé et gras. Donc l'idée étant de faire... Enfin, moi, c'est une astuce que je donne depuis très longtemps et je suis d'accord avec les auteurs de l'article. Faites vos courses avec le ventre bien rempli. Vous allez voir que votre caddie va être rempli que de bonnes choses. Alors, quelle est la deuxième astuce ? Attendre 15 minutes. Alors, pourquoi attendre 15 minutes ? Si l'envie de manger vous prend subitement, occupez-vous l'esprit afin de patienter au moins 15 minutes avant de grignoter. Oui, moi je suis d'accord avec ça, mais si les gens étaient capables de le faire, ils le feraient en fait, hein. Et souvent les gens, quand ils ont donc je suis d'accord avec l'idée d'attendre, puisque la faim, c'est vrai qu'elle arrive par vague, elle repart et tout ça. Moi je vous dirais plutôt, posez-vous des questions sur votre niveau d'engagement dans vos activités entre les repas. Souvent les gens qui ont faim et qui n'arrivent pas à résister à la faim, c'est qu'ils sont pas forcément très focus sur les activités qu'elles sont en train de faire ou qu'ils sont en train de faire. Donc si vous avez un boulot, un truc comme ça, essayez de mettre les activités les plus
celles qui vous permettent de vous investir le plus mentalement au moment où classiquement vous avez faim. Donc si tous les jours à 10h vous avez faim par exemple, placez à 10h l'activité qui vous demande toutes vos ressources et tout votre investissement pour justement avoir moins à penser à ça. Moi j'avais remarqué une chose, c'est que il y a rien de pire que d'être en vacances. Alors j'imagine pour ceux qui ont connu le chômage que ça doit être la même chose, mais de ne pas avoir de choses à faire la journée et d'essayer de faire un régime, parce qu'en fait en permanence on doit y penser, alors que quand on bosse, on est actif, on a des routines, on a des créneaux, tout ça, on le ressent moins. Donc moi je vous dirais plutôt d'au lieu de vous forcer à penser à autre chose, essayez plutôt de vous poser des bonnes questions sur le niveau d'épanouissement au travail ou dans votre journée, de caler des choses vraiment intéressantes et prenantes. Je vous rappelle le livre Flow, F-L-O-W en anglais, et en français, comment il s'appelle déjà ? Vivre. Vivre, c'est ça, non ? Oui, je crois que c'est Vivre, qui n'a rien à voir avec Flow d'ailleurs. Qui explique les stratégies en fait. Enfin, c'est pas les stratégies, c'est ce qui se passe quand on est vraiment focus sur un sujet. Et en fait, on a des œillères, on voit que ça, quoi. Et moi, c'est plutôt là-dessus que je vous recommanderais d'aller. Après, en 3, ils disent estimer le poids des aliments à la main. Donc, si un petit écart est bien assez vite arrivé, modérer la quantité d'aliments consommés en estimant leur poids à la main. Pour un repas équilibré, miser une poignée de féculents. Oui. Enfin, oui et non. Moi, je pars du principe que tout ce qui est du règne, tous les végétaux hors pommes de terre, hors patates douces, hors fruits, vous pouvez y aller à volonté. Donc les salades, les légumes verts, voilà, allez-y à volonté, pas besoin de peser, c'est ce qui devrait combler votre faim justement. Par contre, dès qu'il s'agit de féculents et compagnie, ça devient compliqué parce que peser à la main des lentilles et du riz, c'est pas la même chose. Peser à la main une patate douce, ça va paraître hyper dense alors que ça ne l'est pas réellement une fois cuit. Donc il y a quand même une problématique de ce côté-là. Après, au niveau des protéines, effectivement, quand vous avez un morceau qui dépasse la taille de votre main ouverte dans votre assiette, je sais pas quel gabarit vous faites, mais logiquement, la taille de votre main, ça doit représenter un morceau qui fait à peu près 200 grammes ou 150-200 grammes selon la taille de votre main. Et si vous êtes une femme avec des plus petites mains, justement, ça correspond mieux. Peut-être ça devient cohérent de suivre ça pour les protéines. Mais après, pour le reste, notamment tout ce qui est fruits, féculents, et même matière grasse, comment peser une matière grasse 10 grammes, ça paraît léger et pourtant il y a pas mal de calories dedans. Donc là, je suis pas trop d'accord. Moi, je serais plus pour une répartition dans l'assiette. Voilà, d'avoir le maximum de végétaux, d'avoir des ratios finalement. Ça, j'en parle largement sur le site. Allez voir les bons ratios dans les assiettes, quoi. En 4e position, ils disent prendre un bon petit déjeuner. Alors le bon petit déjeuner, alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ne sautez surtout pas les repas les plus importants de la journée, c'est celui qui vous permettra d'être rassasié et d'éviter les grignotages. Moi en fait, je vois surtout au petit déjeuner une faiblesse. Pour ceux qui le sautent, c'est pas forcément le grignotage durant la journée, parce que si on part du principe que la personne est bien occupée, encore une fois, elle peut passer facilement la matinée sans manger, le midi manger sur le pouce un truc relativement diète, passer l'après-midi faire son sport et rentrer chez elle. Le problème que je vois en sautant le petit déjeuner, c'est que le corps à un moment donné, il va réclamer il va réclamer métaboliquement ce dont il a besoin pour fonctionner. Donc si vous faites un régime plutôt bien équilibré avec pas trop de carence calorique, ça devrait fonctionner. Donc vous allez avoir faim, mais ça sera tenable. Par contre, si vous commencez à être vraiment en hypocalorie en sautant le petit déjeuner, moi j'ai remarqué que souvent les gens, quand elles arrivent chez elles, en fait, toute la volonté a disparu parce qu'ils ont tenu toute la journée par le boulot, par tout un tas de choses. Et donc, c'est à ce moment-là que, ils ouvrent les vannes, quoi. Ils desserrent le frein à main. Et là, c'est open bar, quoi. Tout ce qui traîne peut y passer. Et c'est des personnes qui n'arrivent pas forcément à maigrir parce que justement, elles se gavent le soir et elles se coupent de manger la journée. Donc oui, pour un petit déjeuner, mais pas forcément pour le grignotage durant la journée, mais pour éviter d'avoir de l'hyperphagie ou de la boulimie le soir, quoi. Petit 5, pour faire la différence entre soif et faim, ils disent buvez de l'eau quand vous ressentez la sensation de faim. Si ça ne passe pas, vous pouvez alors manger quelque chose tout en restant raisonnable, n'est-ce pas ? Non. Oui, je suis d'accord de boire. Souvent la faim et la soif, c'est vrai que... Alors moi, quand j'ai eu très faim, c'est rarement la soif qui a calmé ça. Ça peut remplir un peu le bide, ok. Par contre, je parlerai plus de la soif pour la fatigue.
Pas mal de personnes des fois se sentent un peu fatiguées, le cerveau embrumé. Là, buvez un bon verre d'eau et reprenez la température entre guillemets 10 minutes plus tard. Souvent, c'est une petite déshydratation qui s'installe. N'oubliez pas qu'au régime, on ressent beaucoup plus tous les petits signaux comme ça, tous les signaux faibles du quotidien. Donc, qui pourraient être, je sais pas moi, le manque de concentration, tout un tas de choses comme ça, le manque d'énergie et tout. Tout ce genre de trucs est amplifié quand vous êtes au régime. Et de rester hydraté, c'est cool, quoi. Après, faire la différence entre soif et faim, logiquement, enfin bon, voilà, moi je sais quand même faire la différence et je pense que vous savez aussi la faire. Quand vous avez faim comme ça, ne grignotez pas si c'est pas quelque chose de prévu, parce que le grignotage c'est une des pires choses en fait pour la perte de poids. En fait, vous maintenez en permanence un apport énergétique et le corps a quand même besoin périodiquement d'être un peu sur la réserve pour aller taper dans le gras. Il y a eu évidemment beaucoup de personnes se basent sur les bodybuilders et compagnie qui font beaucoup de repas par jour. Déjà, petit 1, ils n'ont pas la même masse musculaire que nous. Et petit 2, les gens se rendent pas compte qu'ils font pas 3 gros repas plus des collations. En général, ils font plein de petits repas. En tout cas, par rapport, vous, ça vous semble gros parce que ce sont des gros gabarits. Mais ramenés à votre gabarit, ce serait des minuscules repas. Donc en fait, c'est comme s'ils comblaient jamais réellement leur faim à chaque repas, quoi. Et ça, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont pas cette volonté préfèrent faire des régimes, d'avoir des repas plus conséquents et moins nombreux, parce que pour eux, ils ont l'impression de manger quelque chose, quoi. Après, chacun fait comme il veut de ce côté-là, mais c'est vrai que moi, je suis pas pour forcément le grignotage et les petites collations comme ça quand on essaye de perdre du poids. On essaye de rester cohérent à des moments clés, style après l'entraînement, pour démarrer la journée, etc. Mais pas forcément de grignoter toute la journée des amandes, des conneries, même si ça reste des aliments sains, hein, ça fait quand même un apport calorique, et de picorer comme ça toute la journée, je pense pas que ce soit une bonne solution pour perdre du poids, quoi. Et pour s'éduquer. Ensuite, petit 6, pesez vos portions. Donc, achetez-vous une balance de cuisine pour mesurer vos repas ou bien les ingrédients quand vous préparez à manger. Pour quelles raisons éviter les écarts? Alors, en fait, moi, je suis d'accord. Je pense que tout individu devrait déjà, normalement, vous devriez tous avoir une balance à la maison. Puisqu'à partir du moment où on a une balance au moins pour faire des recettes, hein. Enfin, je veux dire, quand on prépare des recettes un peu plus pointues que juste blanc de poulet, haricots verts, on a besoin d'une balance, ne serait-ce que pour peser les ingrédients pour une préparation maison, quoi. Donc une balance, c'est indispensable, je suis tout à fait d'accord, et moi je rajouterais que la balance est nécessaire au moins pour les premiers régimes que vous allez faire, ou le premier régime, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble 100 grammes de pâtes pesées crues. Alors pâtes, c'est pas un bon exemple au régime, hein, parce que je suis pas forcément partisan des pâtes, mais on va dire de riz basmati ou de patates douces, pour vous rendre compte en fait des gabarits dans l'assiette par rapport au poids. Parce que pas mal de personnes me disent « Ah, je mange 100 grammes de je sais pas trop quoi, je comprends pas. » Ouais, mais attends, 100 grammes pesé cru, c'est pas la même chose que pesé cuit. Et c'est vrai que de ne pas avoir les équivalences directement au niveau visuel, de pas les connaître, il faut avoir la balance en fait. Parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que 100 grammes cuit, c'est que dalle, hein, de riz ou quoi. Les gens, ils ont l'impression que c'est beaucoup. Quand c'est cuit, c'est que dalle. Ça fait, enfin, moi j'ai quand même un bon appétit. Quand tu me mets 100 grammes comme ça, déjà 100 grammes pesé cru, je le mange très facilement. Donc et cuit, alors enfin pour moi il y a 2 cuillères, quoi. Mais bon, c'est la réalité. Quand on cherche à taper un peu dans l'art, il faut à un moment donné il faut peser pour se rendre compte. Après, logiquement, vous devriez avoir une forme de compas dans l'œil, et vous aurez plus besoin de peser, quoi. Et aussi, si vous changez régulièrement d'assiette et de taille d'assiette, repesez à chaque fois, parce que vous aurez tendance à si les assiettes diminuent, à baisser, si les assiettes grossissent, à augmenter les apports. Ça a été démontré dans des études de comportement, quoi. Alors, manger dans des petites, manger dans des petites assiettes. On vous l'a dit et on vous le redit, choisissez des petites assiettes pour manger. Donc oui, là, je suis tout à fait d'accord. En fait, mieux vaut une petite assiette qui déborde plutôt qu'une grande assiette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, visuellement, quantité égale. Vous prenez une grande assiette, vous mettez vos aliments dedans, et en fait, le fait que l'assiette soit grande, vos quantités par rapport à votre régime vont paraître oh, j'ai une petite assiette, c'est triste. J'ai une assiette qui n'est pas très remplie, c'est triste. Mais prenez la même quantité, mettez-le dans une petite assiette, cette même quantité,
mettez-la, vous allez vous rendre compte que vous avez une assiette pleine. Et en fait, ça, au niveau psychologique, je sais que beaucoup, ouais, mais moi, on me dupe pas, je suis plus intelligent. Non, votre cerveau, vous pouvez lui montrer. En fait, il voit ce qu'il a sous les yeux, et ça a un rôle psychologique. C'est comme les couleurs, c'est comme les odeurs, et d'avoir des petites assiettes. Quand vous êtes au régime, prenez votre assiette à dessert, au pire, mais remplissez-la. C'est-à-dire que mettez la même quantité que si vous aviez eu une grande assiette, mais vous allez voir que dans la petite assiette, votre assiette va être grande. Voire même, vous allez devoir en prendre une seconde pour un bol de soupe ou un truc comme ça. Et ça, j'avoue que c'est une très bonne astuce. De toute façon, moi, je vous le dis souvent, la clé, en fait, c'est d'avoir pas mal devant les yeux quand vous êtes au régime. Et pas d'avoir juste des petits trucs qui se battent en duel dans une assiette, quoi. 8. Dites adieu au stress. Merci. C'est facile à dire, mais enfin, c'est vrai que le stress, évidemment, le stress, on a beaucoup de personnes vous dites vous êtes stressé, etc. C'est pas bien. Enfin, il faut essayer de. Ouais, mais on a assez peu de méthodes qui nous sont proposées. Moi, je sais que je suis plutôt un individu moyennement. En fait, je suis pas un stressé chronique. Je suis un stressé, comment on appelle ça, aigu, c'est-à-dire que moi je vais avoir des pics de stress sur des événements, donc je vais me mettre à fond sur un truc, ça va me faire monter le stress, et après j'ai plutôt un comportement zen. Mais par le passé, il me semble que j'avais du mal en fait à redescendre, et c'est pour ça que je m'étais intéressé à la méditation, à la sophrologie, à tous ces trucs-là. Enfin, en tout cas, les trucs qui avaient montré de l'efficacité au niveau de la recherche scientifique, quoi. Et c'est vrai que ça aide plus à réguler un petit peu tout ça. Donc oui, dites adieu au stress. Vous direz jamais adieu au stress. Par contre, vous pouvez chercher à le réduire ou à le. En fait, à vous rapprocher des animaux, quoi. À être stressé quand vous avez besoin de l'être, et à essayer de retrouver votre calme le plus rapidement possible, quoi. Ça, oui, le stress et le régime, de toute façon, ça fait pas bon ménage, puisque stress égale compensation calorique souvent. Donc, et souvent, quand vous êtes stressé, vous n'avez pas envie de grignoter un brocoli, quoi. Alors, la suite, qu'est-ce qu'il raconte ? Oh là là, mais ces sites internet avec de la pub, je n'en peux plus. Il y en a partout, il y en a à droite, il y en a à gauche. Et je peux même plus cliquer. Voilà, je voulais vous dire la suite, je ne peux même plus cliquer. Donc je vais essayer de rafraîchir. C'est insupportable ces sites, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment. D'ailleurs, petit aparté, la presse écrite va mal. Bon, tout le monde le sait. Les Français n'étaient pas des grands liseurs par rapport aux autres pays. Et donc je lisais un livre sur le journalisme. Il faut savoir une chose, c'est qu'à peu près 40% des recettes des journaux viennent de la publicité, venaient de la publicité. Le reste, c'est les abonnements et tout. Aujourd'hui, les gens lisent moins, donc forcément, c'est le budget pub qui prend de plus en plus de part. Mais en fait, déjà, il y a un gros problème, c'est que plus vous êtes dépendant de la publicité, moins vous pouvez écrire des articles honnêtes. Puisqu'admettons, moi, demain, sur mon site internet, il y a de la publicité, admettons, pour Technogym. Et je veux faire un article sur Technogym, sur une machine que j'ai testée. Si jamais je dis de la merde sur la machine, on me coupe mes sources les plans publicitaires, donc mes sources de revenus. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est exactement ce qui se passe dans la presse actuellement. Donc vous achetez une revue automobile, il y a une pub, admettons, pour Renault, Peugeot, Citroën, Volkswagen, peu importe, à la 2e, 3e page, et ben forcément, ceux qui vont écrire les articles sur la nouvelle Golf ou sur la nouvelle 308 ou peu importe, ils ne pourront, même s'ils vont taquiner un peu, jamais aller trop violemment dans le truc. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que, vu qu'ils sont en train de crever, ça devient de moins en moins de bonne qualité, parce qu'ils sont de plus en plus dépendants de la pub. Et en fait, ils ont remarqué que de mettre des bannières de pub, ça rapportait un peu. Et j'ai l'impression que plus ils crèvent, plus ils en rajoutent, et plus ça devient illisible. En fait, les sites ne servent plus à rien à part se faire bombarder de pubs. Et en fait, c'est un gros titre et se faire bombarder de pubs. Et je trouve ça dommage. On est en carence aujourd'hui de sites qui nous laissent peinards où on peut lire, quoi. Bref, vous me direz, ouais, mais il faut bien les financer. Ouais, mais en fait, je préfère donner 2 € pour avoir un site propre, 2 € par exemple pour pas avoir de pub, plutôt que de me retrouver un jour ou l'autre à cliquer sur un des liens parce que la publicité a été bien ciblée pour moi, quoi. Personnellement, hein. Et puis parce que je sais que derrière, en fait, ça les rendra plus indépendants. Et c'est toujours ça aussi, les gens ne savent pas se passer de. En fait, ils se disent voilà, je gagne de l'argent avec un abonnement, je vais aussi en gagner avec en les bombardant, de pubs et tout, mais ça peut pas tenir ça au bout d'un moment.
quand ça devient illisible. Et puis c'est insulter ceux qui payent en fait. Moi je trouve, parce que quand vous payez et que vous faites encore bombarder de pubs, c'est quand même étrange. Bref. Donc le 9e point, c'est boire de l'eau. Donc j'ai l'impression qu'il se répète. Oui, boire de l'eau c'est bien. Ça remplit pas le ventre, hein, ça le remplit temporairement. Moi, je vais vous donner une astuce qui n'est pas saine, mais qui fonctionne très bien. C'est le Coca Light ou les Soda Light. Le côté gazeux, donc aussi l'eau gazeuse. Le côté gazeux rempli, mais bon, c'est pas bon pour la santé de boire ces boissons-là. Enfin, pas l'eau gazeuse, mais les édulcorants. Mais par contre, en termes de coup de faim, ça marche très très bien. Hein. Je vous garantis que vous avez envie de sucrer. Vous prenez une gorgée de Coca Light ou de Coca Zéro, ça va vous passer l'envie de manger. Se brosser les dents après chaque repas. Alors pourquoi ? Une fois vos dents toutes propres, votre subconscient associera cette action à la propreté et vous serez donc dissuadé de manger pour ne pas les salir. Alors moi je dirais pas après chaque repas, mais par exemple si, je sais pas, au dessert, le soir vous prenez 1 ou 2 carrés de chocolat noir parce que c'est votre petit plaisir, mais que parfois vous tombez sur la tablette quoi. Et là je vous recommanderais effectivement juste après votre 2e carré de chocolat d'aller vous brosser les dents parce que effectivement au niveau psychologique ça marche. Après chaque repas, bon les dentistes diront que oui. Moi j'ai eu une éducation où il fallait se brosser les dents le matin et le soir. J'ai pas eu l'éducation où c'était matin, midi et soir. Je sais qu'il y en a qui le font mais très peu, hein, qui se brossaient les dents au bureau. Je me souviens quand je travaillais, quand j'étais salarié, il y en avait très peu qui allaient se brosser les dents. Enfin j'en connais pas d'ailleurs qui allaient se brosser les dents entre midi et 2. Mais bon. Visiblement, si on écoute les gens, tout le monde le fait, mais dans la réalité, personne le fait. Oui, ça marche, mais surtout, moi, je dirais plus quand vous êtes soumis à la tentation. C'est-à-dire que quand vous savez que la tablette de chocolat, elle est pas loin, ou des choses comme ça, et là, oui, ça devient intéressant. Ensuite, il nous en reste 2. Le premier, c'est manger lentement. Alors ça, j'en ai largement parlé. Il y en a qui disent de poser la fourchette, etc. Moi, je vous dirais juste de respirer, en fait. Faites des inspire-expire entre vos bouchées. Vous faites un cycle de respiration. Déjà, vous gagnerez un peu de temps. Et puis, vous passerez pas pour un con ou pour un fou s'il y a des gens qui mangent autour de vous à entendre des bruits de fourchette qui se posent toutes les 5 secondes. Quoi. Voilà. La suite, qu'est-ce qu'il raconte ? Ne pas manger devant la télé. Ça, c'est pareil. C'est des conseils qui tiennent, déjà, mangez en face l'un de l'autre. Si vous êtes en couple, manger en face, parce que beaucoup de couples, j'ai remarqué, se mettent, ils mangent, mais en fait, soit un à gauche, l'autre à droite, soit les deux à côté. Vous savez, donc soit ils se tapent un angle de la table, donc du coup ils peuvent tous les deux regarder la télé, soit ils sont tous les deux du même côté pour regarder la télé. Instaurez un petit truc, mettez-vous au moins les yeux dans les yeux, quoi. Ça déjà ça aide. Et après, si vous êtes célibataire. Évidemment que vous avez c'est peut-être votre moment aussi peinard. Est-ce que c'est mieux que d'être devant la télé ou d'être sur votre Tinder ou votre je sais pas quoi ? Bon, vous allez être devant un écran. Ce que je pourrais vous dire, c'est peut-être de vous mettre plutôt un podcast à la limite, et ou peut-être d'appeler quelqu'un, un ami en haut-parleur, ou faire un visio, j'en sais rien. Mais bon, encore une fois. Enfin voilà quoi, il y a une réalité qui s'impose après quand on rentre après un stress d'une journée et tout, on a peut-être envie de regarder ces programmes télé. Le simple truc, c'est que soyez bien conscient que vous êtes en train de manger, mâchez bien, prenez du temps en fait, parce que c'est pas trop le fait de manger devant la télé, la problématique, c'est d'être trop focus sur quelque chose, de pas vous rendre compte que vous mangez, donc vous allez manger trop vite, donc du coup vous allez terminer votre repas en vous disant mais j'ai mangé, je me rappelle plus, j'ai encore faim. Donc c'est ça la problématique. Donc c'est essayer plutôt de ralentir le mouvement quoi. D'ailleurs, il y avait des études qui avaient été faites au cinéma par rapport au popcorn, aux M&M's et compagnie, qui montraient que le fait d'avoir de la disponibilité plus en regardant un film et tout ça, on avait tendance à manger beaucoup plus que si le truc on était. En fait, si on vous mettait un pot de popcorn face à vous et aucune stimulation autour, pas de podcast ni rien, vous en mangerez beaucoup moins que si vous aviez si vous avez le dernier James Bond devant les yeux quoi. Et petit 13, achetez de longs verres. Alors, illusion d'optique ou pas, achetez des verres longs plutôt que larges. Vous aurez la sensation d'avoir bu plus grâce à la longueur du verre. Le but, c'est pas de... Enfin, le but, c'est de boire plus, je comprends pas. Acheter des longs verres, la sensation de boire... Non, mais en fait, pourquoi ? Enfin, il faut pas... Moi, je suis pour
avoir des verres qui sont les plus gros possibles pour justement boire plus, parce qu'on a plutôt tendance à ne pas boire assez, surtout quand on fait du sport et tout. Donc non, je serais là. Par contre, je suis pas, enfin, à moins que ça soit des smoothies, des trucs caloriques. Dans ce cas, oui. Mais l'idée est de s'en passer de ce genre de choses, surtout si vous cherchez à, parce que les calories liquides, il y a rien de pire, hein. Les calories liquides, c'est le truc, ça vous remplit pas, mais ça vous apporte de l'énergie, donc ça sert à rien. Sauf si c'est des protéines en poudre après l'entraînement et tout, mais je veux dire, tout ce qui est calories liquides, type glucides et compagnie, non, fuyez ce genre de truc si vous cherchez à perdre du poids, hein. Et pour l'eau, moi, c'est plutôt l'inverse, chercher des verres. D'ailleurs, je vous donne un conseil, si vous devez renouveler les verres chez vous à un moment donné, choisissez ceux qui contiennent le plus de millilitres, en fait. Pourquoi ? Parce que justement, ça vous permettra d'avoir des verres quand vous aurez toujours l'habitude de remplir un verre plein, et donc du coup ça vous permettra d'avoir plus, quoi. Bref, voilà pour ça. Donc globalement, je suis relativement d'accord avec pas mal de points. J'en ai corrigé quelques-uns par rapport à mon point de vue. Encore une fois, hein, je dis pas détenir la vérité ou là. C'est juste par rapport à mes 10 ans de nutrition, on va dire, où j'ai réussi à garder mes abdos. C'est comme ça que moi je donne mon point de vue. Et donc pour la suite. J'avais sorti ce week-end quelque chose qui peut vous intéresser. Ça s'appelle le mini guide des index glycémiques et de la charge glycémique, donc IGCG en musculation. Donc pour rappel, l'index glycémique d'un aliment en dessous de 55, on parle d'IG bas, 55 à 70 IG modéré, au-dessus de 70 IG élevé. D'ailleurs, il y en a qui ça varie en fonction des gens, mais bon bref. La charge glycémique d'un aliment est basse quand elle est en dessous de 10, modérée entre 11 et 19 et élevée au-dessus de 20. Mais si vous avez déjà ces notions en tête, comme j'ai noté, il est difficile de comprendre où se cachent les bons aliments pour vous et ce que vous allez savoir. Et c'est ce que vous allez savoir aujourd'hui par rapport à ce que j'ai fait. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit le dernier guide des chercheurs et compagnie qui ont mis à jour la liste des aliments par rapport aux les nouvelles normes et les nouvelles mesures par rapport à ça. Donc vous aurez une traduction brute du PDF. Plus justement, moi, vous avez la voix off et vous avez une vidéo qui va avec pour justement vous guider un peu par rapport à tout ça. Et quelques nouveautés, pareil, sur les index glycémiques. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans les notes de ce podcast, encore une fois, ou par mail, si vous recevez mes emails. Donc, si vous les recevez pas, vous tapez fitnessmiss.fr/news, N-E-W-S, et vous allez pouvoir vous abonner à ma newsletter. Sinon, globalement, vous pouvez le retrouver sur mon site et toutes les notes sont en description. Je m'arrête ici. Très bonne semaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.